Nous voici à présent au début de la troisième semaine des aventures de l'entreprise Sitting. Alors, que s'est-il passé dans cette entreprise depuis 2 semaines maintenant? Eh bien, en fait, il y a une prise de conscience que finalement, dans une entreprise industrielle, nous générons des stocks. Donc les stocks sont un peu partout et un des associés se pose la question de savoir si finalement ces stocks ne seraient pas trop coûteux et si les calculs sur lesquels il a déjà pris certaines décisions sont toujours des bons calculs. Est-ce qu'il n'y a pas une incidence sur les calculs donc que nous avons effectués? Alors pour répondre à cette question, nous avons un certain nombre de données qui nous sont donc communiquées. Alors l'autre phénomène qui intervient durant cette semaine, c'est que, comme dans toute entreprise industrielle, le processus de production génère des déchets. Ces déchets ne sont-ils pas la cause de coûts supplémentaires, hein? Est-ce que ça ne va pas expliquer les mauvaises performances de l'un des deux produits? Et est-ce qu'il n'est pas possible quand même de diminuer l'impact de ces déchets avec la possibilité de les revendre, de s'en débarrasser, moyennant finance? Donc cette troisième semaine va être l'occasion, toujours dans le cadre du calcul des coûts par centre d'analyse, d'introduire la problématique des stocks et des déchets. Alors comment allons-nous nous y prendre? On va peut-être faire comme d'habitude un petit tour de piste de l'énoncé qui nous est proposé. Donc ça démarre par une conversation un petit peu informelle entre les différents associés qui mettent en œuvre, qui mettent en lumière plus exactement la problématique du stock. Nous avons un tableau que nous connaissons bien, hein, qui est en fait le tableau résultant des calculs que nous avons menés la semaine dernière. Ça signifie qu'on va réintroduire ces informations. Alors petite attention, les résultats que nous allons utiliser sont les résultats qui sont arrondis à 2 décimales. Donc c'est bien ces résultats-là qui seront utilisés. Nous travaillons toujours sur le même montant de charges indirectes et nous avons des informations sur la gamme opératoire, ça n'a pas changé. Les éléments nouveaux que nous introduisons dans cet énoncé et sur lesquels j'aurai l'occasion aussi de revenir dans la fiche donnée de mon classeur tableur concernent tout d'abord l'existence de stocks. Donc, dans l'entreprise, nous avons des stocks de matières premières, des stocks de produits finis et des en cours de production, et j'aurai l'occasion dans le classeur de revenir sur ces différentes définitions. On nous donne des informations sur la production de l'année, celle-ci n'a pas évolué, et le travail à faire dans un premier temps consiste, entre guillemets, simplement à reprendre les éléments que nous avons utilisés la semaine dernière, mais cette fois-ci en introduisant les stocks. Et la question sera, mais comment peut-on mesurer quel est l'impact de l'introduction des stocks sur la valorisation des matières premières, mais surtout sur le coût de revient de nos deux produits? Alors cet énoncé ne s'arrête pas là ce n'est que la première partie. La deuxième partie va ensuite s'intéresser aux déchets. Donc effectivement, comme toute entreprise de production, le processus de production génère un certain nombre de déchets. Ces déchets sont susceptibles de renchérir le coût de fabrication. Donc est-ce qu'on peut mesurer l'impact de ces déchets sur le coût de revient total? Et puis, est-ce qu'on ne peut pas minorer cet impact par un processus de revente auprès de partenaires extérieurs? Donc on va, toujours dans le cadre de la méthode du centre d'analyse, refaire nos résultats, cette fois-ci en s'intéressant à la problématique des déchets. Donc voici posé le nouveau décor de cette nouvelle semaine. Je vous attends dans le fichier Excel pour voir précisément comment tout cela va s'articuler et quel peut être l'impact à la fois des stocks et des déchets sur les résultats de l'entreprise. Bienvenue dans ce troisième classeur des aventures de l'entreprise Sitting, et comme à notre habitude, nous allons démarrer par une analyse rapide du fichier donné qui est toujours le condensé des informations que nous avons eues dans notre énoncé papier. Alors, qu'est-ce que l'on a dans ce fichier donné? Nous avons des tableaux qui commencent à être familiers, en particulier le tableau gamme opératoire, qui reprend donc les standards de production, même si pour cette semaine nous allons nous rendre compte qu'il se passe certaines choses dans l'entreprise. Nous avons toujours les achats de matières premières de l'année
Ça nous sera utile en particulier lorsque nous serons sur la problématique de stock. Et nous avons un tableau, le même tableau que j'ai présenté il y a quelques minutes, qui reprend donc les principaux résultats que nous avons obtenus durant la semaine numéro 2. Donc, ce qui est intéressant dans ce tableau, c'est que nous allons utiliser en fait les 3 derniers chiffres de la dernière ligne de ce tableau pour déterminer nos résultats analytiques. Le changement qui intervient dans notre énoncé concerne le tableau 4. Alors ce tableau 4 est intéressant à plusieurs titres. Tout d'abord, il nous donne finalement une idée plus précise, plus fine du processus de production de l'entreprise, car après une analyse plus pointue des composants de matières premières de chacun des 2 produits finis, eh bien, nous nous rendons compte que les choses ne sont pas aussi simples que la gamme opératoire pouvait le donner. Que représentent ces 1,7 kg si je prends l'exemple du bois pour le modèle Abilène? Alors 1,7 kg signifie que au final, lorsque la chaise est terminée, en fait on peut dénombrer 1,7 kg de bois, alors que dans la gamme opératoire nous en avons consommé 2. Cela signifie que pendant le processus de production, il y a une déperdition, et cette déperdition fera l'objet donc de nos calculs dans la deuxième partie de l'énoncé, mais ça peut être intéressant d'avoir en tête le fonctionnement de ce tableau et la façon dont on va l'utiliser tout à l'heure. Les autres nouveautés de ce sujet, ce sont les stocks, puisque finalement la conversation, l'entrée en matière de cette semaine concerne les stocks. Alors nous avons des stocks de matières premières, des stocks de produits finis et des en cours de production. Alors, stock de matières premières, ça signifie qu'au démarrage de mon activité, eh bien, j'ai une certaine quantité de bois, de plastique que je vais pouvoir utiliser dans le processus de production et cela va influencer la façon dont je vais déterminer mon coût d'approvisionnement. Idem pour les produits finis. Dans ce cas, ces produits qui ont été fabriqués durant la période précédente et que je vais vendre aujourd'hui vont influencer le coût de revient total que je vais utiliser pour connaître mon résultat analytique. Et enfin, nouveauté, j'ai des encours. Alors qu'est-ce qu'un encours de production? Un encours de production signifie que le jour où j'arrête mes comptes, le 31 décembre par exemple, j'ai en fait dans mon atelier des produits qui ne sont pas complètement finis. Imaginons une chaise avec seulement 3 pieds. Cette chaise n'est pas commercialisable. Néanmoins, ça ne veut pas dire que c'est une chaise que je vais mettre à la poubelle. Donc je vais simplement signaler en comptabilité que j'ai commencé de travailler, mais que ce n'est pas terminé, donc j'ai un encours de production. Et cet encours de production, j'en tiendrai compte le 1er janvier suivant lorsque je vais remettre mon atelier en route. Ça signifie que lorsque je vais remettre cet atelier en route, je vais démarrer avec la chaise qui n'est pas finie et ensuite reprendre un processus de production complet. Donc mes encours de début sont finalement ces chaises non terminées que je vais prendre en compte dans mon processus de production parce que je vais les terminer pour ensuite les vendre. Et mes encours de fin constituent les chaises non terminées de fin de période que je mets de côté et que je vendrai donc l'année suivante. Donc cela va avoir un petit impact, les chiffres ne sont pas très importants, mais ils existent néanmoins. Cela va avoir un impact dans mon coût de production, comme nous le verrons bientôt. Donc nous avons encore une fois tous les éléments dont nous avons besoin pour mener à bien notre travail qui consiste à bien vérifier quel peut être l'impact de ces stocks sur les calculs de coût de revient, comment allons-nous procéder. Comme à notre habitude, les réponses à toutes ces questions vont être données progressivement à l'intérieur des différents onglets de ce classeur. Donc ces différents onglets de ce classeur répondent chacune à des questions bien précises et nous avons en plus, de surcroît, choisi de suivre le processus de production de l'entreprise, de l'approvisionnement aux résultats analytiques. Enfin, les derniers onglets du classeur sont destinés à vérifier ce que coûtent les déchets, à déjà appréhender dans un premier temps le surcoût lié aux déchets, et dans un deuxième temps, essayer de voir si on ne peut pas réduire ce surcoût par une politique de valorisation, par une politique de revente de ces déchets auprès de partenaires extérieurs. Il ne nous reste plus à présent qu'à mettre tout cela en musique et vérifier la construction du coût de revient en tenant compte de tous ces éléments. Je vous attends dans la question 1.
Nous voici donc sur la deuxième feuille de notre classeur destiné à prendre en compte dans le calcul du coût de revient l'influence des stocks et des déchets, donc première étape de ce long chemin qui nous attend encore cette semaine. Et ici, donc, il s'agit de reprendre le coût d'approvisionnement des matières, donc cela correspond au point 3 de notre fiche méthode. Nous allons retrouver les coûts directs, les coûts indirects, et finalement nous nous rendons compte que l'existence de stock sur cette première étape ne change rien à l'affaire. Nous retombons exactement sur les mêmes chiffres que précédemment. Donc je ne vais pas vous faire un commentaire trop détaillé de ce qui s'y trouve, je vous renvoie aux résultats de la semaine dernière. Ce que l'on va retenir, c'est qu'effectivement cette dernière ligne, celle que nous avons pris soin de colorer en violet et puis en jaune clair, sera une ligne qui va être réutilisée pour déterminer le coût d'entrée en stock. Donc en fait, on va s'appuyer sur ce montant-là pour ensuite continuer à travailler notre question. Donc si je me rends sur l'onglet suivant, donc je suis toujours dans ma question 1, et la question justement est d'appréhender le poids des stocks et d'appréhender la prise en compte des stocks dans le coût d'approvisionnement. Donc qu'est-ce que nous avons devant nous? Nous avons un tableau qui est relativement simplifié et qui va nous permettre de déterminer le coût de sortie du stock de matières premières. Donc notre problématique est très simple. J'avais un certain stock, ce sont les données qui viennent de l'énoncé. On m'explique que l'entreprise a procédé à des approvisionnements pendant l'année. Ce sont les cellules qui sont sur fond violet. Nous reconnaissons les montants que nous venons de quitter. La question qui se pose est de savoir, mais comment allons-nous valoriser les sorties de l'année, donc les 8240 sorties de l'année, comment allons-nous procéder? Alors on nous donne une information et en nous expliquant que la méthode de coût de sortie du stock est la méthode FIFO, première entrée, première sortie, ou avec un magnifique accent anglais, first in, first out. Alors ici, comme finalement nous n'avons qu'une entrée et qu'une sortie, il est possible d'automatiser le calcul, je vous renvoie tout simplement à l'examen de ces données. Comment allons-nous procéder? À partir du moment où j'utilise la méthode première entrée, première sortie, je vais dans un premier temps vérifier le montant des sorties de mon stock et puis je vais procéder par tranche ou par lot. Donc la première tranche concernera le bois qui est ici depuis le plus longtemps, donc en l'occurrence le bois qui a été acheté à 14 € l'unité, et dans un deuxième temps, je vais finalement puiser sur le deuxième lot, la deuxième tranche, le bois qui vient justement d'être acquis, qui a été acquis sur la période. Donc en faisant et en procédant de cette façon, je vais avoir un coût de sortie du stock qui va être légèrement différent de ce qu'on avait pu constater précédemment, et ça me permet en fait de déterminer une moyenne. Donc quelle est cette moyenne? C'est simplement le total du coût de sortie de mes deux lots, donc les 113 876,80 correspondent au total de sortie de mes deux lots. J'ai un montant total de sortie de 8240, et bien en fait ici j'ai tout simplement la division entre le montant des coûts liés au stock et aux approvisionnements divisé par la quantité de sortie. Donc 13,82 signifie qu'en moyenne, quand je tiens compte des stocks, lorsque je vais utiliser 1 kg de bois, cela me coûtera 13,82, et c'est ce 13,82 que je retrouverai dans la suite de mes calculs. J'ai le même raisonnement pour ce qui concerne le plastique. Alors qu'est-ce que nous constatons? Avant de continuer nos calculs, nous pouvons constater que pour ce qui concerne le bois, l'introduction du stock ne va peut-être pas changer grand-chose. Il y a certes une différence, mais elle n'est pas très importante. Il n'en est pas de même pour le plastique, où là on peut noter une différence notable, puisque effectivement le stock du lot numéro 1, ce plastique que j'avais au début de ma période d'activité, a été acquis à un montant nettement inférieur, près de 2 fois inférieur à celui qui entre en stock cette année. Donc il y aura sans doute, on peut tout à fait l'affirmer sans faire les calculs, il y aura sans doute une incidence sur les calculs ultérieurs, ce que nous allons voir dans la deuxième question.